Débat et controverse sur BFM Business. Nicolas Dose accueille les experts. Bonjour, bienvenue. L'actualité économique du jour, le chômage recule. C'était l'information de la mi-journée vendredi. Le chômage recule, mais tout le monde s'en fout. Eh oui, le chômage est devenu quatrième préoccupation désormais des Français, tandis que depuis 15-20 ans, c'était la préoccupation numéro 1. Alors tout le monde n'est pas allé sur un rond-point. Enfin, à l'évidence, les thématiques utilisées par le mouvement social ont pas mal infusé, puisqu'en tête, on trouve le pouvoir d'achat suivi de la pauvreté et enfin les impôts et les taxes. Et en quatrième position, c'est le chômage. Remarquez, si vous regardez la composition des gens qui aujourd'hui se font entendre, la plupart ont un job ou sont retraités. Le succès de la prime d'activité, on en parlait ce matin, c'était l'un des sujets de une de Good Morning Business. Et il est vrai que dans cette prime d'activité, on trouve pas mal d'éléments structurants. Là où le SMIC n'a pas forcément réussi sa mission, la prime d'activité est en passe de la réussir. Et puis il y a derrière la prime d'activité ce concept appelé depuis longtemps déjà par les économistes d'impôt négatif. Et derrière l'impôt négatif, très vite, il y a la notion de revenu de base qui n'est pas très loin. La dernière idée de Bruno Le Maire, il veut traquer les patrons français expatriés. Jean-Marc Daniel parlait d'assignation à résidence fiscale ce matin. Il s'agit tout simplement d'imposer aux patrons du SBF 120 ou les patrons d'entreprises dans lesquelles l'État est présent au capital, eh bien de fiscalement résider en France si le siège social de leur entreprise est en France. Voilà. Et donc pour ça, un changement législatif est envisagé avec plusieurs solutions. De toute façon, des solutions qui ressemblent à des solutions fiscales. Et l'idée est également défendue par Gérald Darmanin. On dirait également un mot de la taxe GAFA. Cette taxe GAFA voit le jour en France, vous le savez, mais de plus en plus de voix s'élèvent pour dire que ça n'est pas un bon impôt, c'est une mauvaise réponse fiscale et c'est une forme d'aveu d'impuissance. Patrick Bertrand, bonjour. Bonjour. Directeur général des opérations d'Olnest, le family office de Jean-Michel Aulas, Leonidas Kalogiropoulos, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes PDG de Médiation et Arguments, vice-président d'éthique, délégué général de l'Open Internet Project et vous avez publié L'entrepreneurialisme ou les nouvelles lumières d'une France qui ose chez Fauve Édition. Je vous demanderai en fin d'émission ce que vous pensez de la raison d'être du MEDEF et le fait qu'ils veulent changer de lieu pour l'université d'été, enfin qu'ils ont même changé de nom. Stéphane Venufel, bonjour. Bonjour Nicolas. Co-fondateur de netinvestissement.fr, créateur du blog je suis libéral.fr. Est-ce que vous comprenez, l'un de vous, je ne sais pas qui veut commencer, pourquoi tout le monde se moque du chômage désormais? Et ce sont les préoccupations, les revendications, les cahiers de doléances véhiculés par la grogne sociale qui ont pris très nettement le devant dans un baromètre Odoxa qui a été publié récemment. Chômage devient quatrième. C'est pas forcément que le chômage arrive en quatrième position, c'est que globalement, Leonidas, tout ce qui a rapport au travail est devenu, comment dirais-je, plus complexe que simplement on a un emploi ou on n'a pas un emploi. La question du pouvoir d'achat et la question de savoir si oui ou non on peut vivre dignement de son travail et donc du rapport global de notre société et de notre pays au travail comme levier de réussite et levier du mérite qui est finalement la clé de promotion dans la société. Le mérite, c'est le travail. Vous avez un travail, eh bien, vous pouvez accéder à mieux vivre, à un pouvoir d'achat, un statut social. Est-ce que oui ou non le travail confère tout cela? La crise qui s'est focalisée autour du pouvoir d'achat a semblé dire non. On peut travailler et être pauvre, travailler et vivre à peine mieux, voire aussi bien que si on avait des revenus de l'assistance. Et donc c'est tout ce rapport global qui a été posé à nouveau et qui n'est pas sans avoir un impact sur le chômage. Parce que si on ne vit pas véritablement mieux en ayant son premier emploi ou un emploi, j'allais dire, modeste, eh bien finalement autant rester au chômage et c'est tous les éléments d'incitation. Et ça ramène du coup à cette prime d'activité qui fait la une aujourd'hui de vos informations. J'allais vous le dire, vous avez déjà digressé sur le sujet suivant. Mais à très juste titre, parce que toute la logique de la prime d'activité, c'est de dire que le passage du statut de chômeur à un statut d'emploi doit être véritablement rémunérateur et apporter un bénéfice économique et social déterminant, visible immédiatement. Et donc ça répond en très grande partie, avec un temps de retard, à cette attente qui était sous-jacente, que tous les gouvernants successifs ont entendu. Et finalement, la prime d'activité, avec le succès qu'elle a et le nombre de demandes qui affluent, démontre que c'est un élément qui est structurant. Et la recette qui a été trouvée, elle doit permettre de ne pas monter la marche du SMIC, parce que si la marche du SMIC est remontée, à ce moment-là, on pénalise le retour à l'emploi. Oui, et donc on ne lutte pas contre le chômage.
Donc c'est une équation complexe qui est posée. Je ne suis pas totalement certain que le fait que le chômage en lui-même soit passé en 4e position ne veut pas dire que l'on voit le problème de l'emploi dans sa globalité, et il est bien... Non mais Fabon, ok, mais c'est frappant parce qu'Odoxa vous explique que depuis 15-20 ans, c'était le chômage en numéro 1. Je réponds juste à Patrick Bertrand, à Pimprenel, qui me demande sur Twitter, on a 27 millions de travailleurs en activité, sur combien en âge de travailler? Le taux d'emploi est de 65%. Donc nous avons aujourd'hui la différence des gens en âge de travailler qui ne travaillent pas. Pas forcément que pour des mauvaises raisons. Allez-y. C'est pour rebondir sur ce que tu disais, c'est exactement le sujet. On est uniquement dans le court terme, et le sport national, c'est plutôt de parler de la répartition des richesses que de la création de richesses. Et si on adresse le chômage, naturellement, il faut se poser 2 questions, c'est-à-dire comment on réduit le chômage, donc comment on fait en sorte qu'on élargisse le gâteau et qu'on crée des richesses. Et le deuxième sujet, la dimension temporelle, c'est qu'on sait quelle est la cause principale du chômage, c'est l'inadéquation entre l'offre d'emploi et les demandeurs d'emploi. Et donc il y a un sujet fondamental d'éducation, et cela, ça se traitera sur le long terme. Mais la réforme pénico de la formation, on est totalement dans le court terme, alors même qu'il ressort de tous les débats que le sujet principal, c'est l'éducation et la santé. Alors après, sur la thématique du pouvoir d'achat et de la répartition des richesses, là on est dans tous les débats qui ont été évoqués tout à l'heure. Et il y a une vraie réalité, c'est que le travail aujourd'hui est exprimé par un certain nombre comme n'apportant pas la capacité à sortir du seuil de la pauvreté. Et la digression sur la prime d'activité est pour moi extrêmement intéressante, parce qu'elle constitue finalement une démarche d'un État moderne qui consiste à abonder. C'est-à-dire, tu travailles, tu fais un effort, j'abonde. Dans le monde des startups et du capital développement, tu crées une startup, tu as une bourse French Tech, tu fais une levée de fonds, la BPI abonde cette levée de fonds. C'est le signe d'un État moderne, c'est-à-dire faire en sorte que le citoyen se prenne en main, parfois avec difficulté pour accepter un travail qui soit une rémunération très faible, et l'État abonde. Et je trouve que c'est un signe, une méthode qui devrait être développée dans bien d'autres domaines, et ils le sont déjà dans les 2 domaines que je viens d'exprimer. Mais ce que vous dites d'ailleurs sur la formation et la difficulté de l'adéquation entre les gens qui recherchent un job et les emplois qui leur sont proposés, on voit dans les chiffres de Pôle emploi, alors je rappelle, ce sont des demandeurs d'emploi, Pôle emploi, ce n'est pas un chiffre du chômage, un chômeur peut être au chômage sans être demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi, il y a une très grande différence, ça c'est l'INSEE qui donne le taux de chômage. Vous avez une baisse de 5% des gens qui y sont depuis moins d'1 an, et une hausse de 5% des gens qui y sont depuis plus d'1 an. Et là, on voit bien qu'effectivement... Et alors même que les employeurs expriment un besoin absolument considérable dans tous les domaines. Il n'y a pas forcément des emplois extrêmement évolués sur le plan de la compétence qui est demandée. Les intentions d'embauche sont bonnes actuellement et les créations d'emplois sont dynamiques, mais effectivement, il y a un problème de recrutement. Voilà, et donc, et parler de ça, c'est d'éducation, donc c'est un sujet long terme qui est malheureusement très peu sur la table. On a publié une enquête Eurogroupe Consulting sur les perspectives des grands groupes en partenariat avec BFM Business. On a évoqué l'enquête de BPI France sur les perspectives des patrons de PME. Toutes ces perspectives sont bonnes, à une exception près, c'est les difficultés à recruter. Et donc c'est là où on voit qu'on a un problème d'offre. Oui, mais cela dit, c'est vrai que les 2 mois qu'on vient de voir, avec néanmoins le chômage qui recule, ça veut dire qu'on en a sous le pied. Ça fait 3 ans qu'il recule le chômage. Allez-y Stéphane Van Nuffen. Vous avez dit des choses tout à fait précises tous les deux. Il y a une vision un peu de court terme, moyen terme et long terme aussi dans cette lecture peut-être de ce classement. Et je pense que c'est dû aux 2 mois qu'on vient de passer franco-français avec les gilets jaunes et autres mouvements qui s'inspirent des gilets jaunes mais qui n'ont plus rien à voir avec les gilets jaunes. C'est volatile quand même, parce qu'en 2 mois, si en 2 mois on peut comme ça inverser ses priorités... c'est-à-dire que si à 3 mois vous faisiez cette interrogation, je ne sais pas si c'est un sondage, peu importe, un sondage, le chômage ou l'emploi, ça dépend comme on le voit, positif ou négatif, serait comme toujours sorti comme la première priorité des Français et comme la première priorité du gouvernement français, la réponse qu'on attend pour régler tous les problèmes, puisqu'on sait très bien que, c'est par le travail qu'on va pouvoir améliorer tout ce dont on parle depuis tout à l'heure. La santé, l'éducation, le retour à l'emploi, donc... Le financement de la protection sociale. Et puis un certain retour à une certaine vertu du citoyen qui bosse par rapport aux citoyens qui ne bossent pas, etc. Bon, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé depuis 2 mois ? On a des gens qui ont apporté des sujets, alors tous azimuts, mais extrêmement court terme. Voilà, ils voulaient mettre de l'argent, payer moins cher
l'essence, il voulait payer moins cher j'ai tout entendu moi, le lait, il voulait repayer moins cher l'accès au savoir, à l'école, il fallait que maintenant les bibliothèques soient accès gratuit, etc., etc. Donc bien sûr qu'à ce moment-là, des gros sujets comme le chômage ou l'emploi, qui sont des vrais sujets de macroéconomie sur lesquels il faut planifier une idée, une stratégie gouvernementale, face à ce genre de discours fait que le premier sondage qui compte derrière, forcément il est tronqué comme tous les débats sont tronqués depuis quelques semaines. Alors je partage, mais c'est pas uniquement franco-français. Quand on voit les thématiques développées à Davos, on voit bien qu'il y a aujourd'hui une préoccupation. D'ailleurs, l'emploi, le chômage ont été assez peu mis en avant, ne serait-ce que parce que la croissance mondiale est bonne et qu'il y a un taux d'emploi qui est tout à fait favorable dans pas mal de pays. Mais quand même, ce qui émerge, c'était pas simplement un affleurement, c'était toutes les problématiques de pouvoir d'achat, d'inégalité, de pauvreté, et comment le système, avec en fond de décor la mondialisation, pouvait répondre à ces enjeux, c'est-à-dire entre guillemets le capitalisme responsable. Donc d'une certaine façon, peut-être d'ailleurs que les Gilets jaunes ont focalisé et ont été un vecteur d'origine de ces discussions autour de Davos, mais le thème général était quand même celui-là. Et d'ailleurs, il y a des anecdotes qui montrent qu'il y a une vraie préoccupation par rapport à cette thématique-là. Je voudrais souligner que pour ce qui me concerne, je me sens totalement en phase avec ce qui a été dit dans la société française, avec 2 mois de manifestations, pas les manifestations et pas la violence, mais qu'est-ce qui a été dit sur l'emploi et sur la revendication du pouvoir d'achat? C'est que le travail doit payer. C'est la promesse de notre société que le travail doit payer. Et pourquoi est-ce que le chômage a pendant des années été la priorité de tous les sondages? C'est parce qu'on se dit, quand je serai dans l'emploi, dans l'entreprise, je vivrai mieux qu'au chômage. Le cri d'alarme que la société française doit entendre, et je pense que c'est un cri légitime, c'est aujourd'hui le travail ne paye plus. Je ne vis pas mieux parce que j'ai un emploi que si je n'en avais pas. Ce cri d'alarme-là, si nous ne l'entendons pas, et si nous n'entendons pas qu'il a fallu aller bloquer la société française pour dire ça ne va pas, il y a une équation, une promesse qui n'est pas tenue. Et effectivement, c'est que j'ai retrouvé de l'emploi, ça fait 2, 3, 6 mois que je travaille et je ne m'en sors pas le 20 du mois, je n'ai plus moyen de faire vivre dignement ma famille. Cette promesse-là, c'est la clé de voûte de notre société. C'est la différence qu'il y a entre une société fondée sur des privilèges, on est bien né, ou c'est une société qui est fondée sur les mérites. Si cette promesse-là n'est pas tenue, c'est notre société qui explose. Donc véritablement, je pense que ce n'est pas un élément de court terme, c'est un élément structurant qui vient d'être posé, et je pense que c'est en partie une réponse adaptée que celle que la prime pour l'activité est en train d'apporter avec un temps de retard. Alors Léonidas, c'est pas un élément de court terme, mais quand même, si on veut, et tu as raison de mettre en évidence ce message principal et essentiel, mais si on veut traiter la question du pouvoir d'achat et de la précarité, il faut créer des richesses. Et créer des richesses, on revient sur la logique de long terme. Et force est de constater, c'est d'ailleurs un reproche qui leur a été fait quand ils étaient, entre guillemets, représentatifs, on disait, mais les syndicats, ils s'occupent que de ceux qui ont des emplois. Donc il y a un sujet de fond, mais qui est un peu mis de côté. Je l'entends, mais je voudrais juste souligner alors que la réalité, elle est celle-là. Nous avons, en tant qu'entrepreneurs, cette même préoccupation qui est qu'avant de distribuer des richesses, il faut les créer. Mais si on regarde le processus qui permet de créer des richesses, c'est l'engagement, l'esprit d'entreprise, le travail et la volonté d'aller au travail. Et l'éducation et l'ascenseur social. Totalement. Mais il n'y a pas d'ascenseur social si le travail ne paye pas. C'est une valeur que nous partageons collectivement et le travail doit payer. À chaque fois que quelqu'un travaille, il doit vivre mieux que quelqu'un qui ne travaille pas. Si ce n'est pas le cas, c'est une promesse qui est, comment dirais-je, tronquée. Or, nous devons garantir cette promesse. On y reviendra tout à l'heure sur les retraites chapeau probablement. À un moment donné, on doit être dans un système que tout le monde comprend, qui a un certain nombre de règles et dont les règles sont respectées. Je considère que notre promesse n'est pas tenue si quelqu'un qui travaille constate. Donc en peut fait, pas Léonidas, vous considérez que le problème de fond posé depuis 2 mois est un vrai problème de fond. Oui, totalement. Un vrai problème de fond. Un vrai problème de fond. Sur lequel on n'a pas forcément un diagnostic parfaitement arrêté et des solutions parfaitement Mais faites. il y en a une qui est en train d'émerger. Alors, la prime d'activité est probablement la meilleure de. Pardonnez-moi.
Alors, pardonnez-moi Stéphane d'être Venufel. très caricatural, mais moi, il me semble. Alors moi, je viens de dépasser la quarantaine, donc je suis dans cette période. Ah ben là, Moi, Ça arrive à des gens bien. je suis Ah, né déjà, très malheureusement avec cette période où ça a commencé à un tout petit peu ruisseler, mais dans le mauvais sens, pour reprendre Il est la vieux, phrase Stéphane, en fait. de notre cher. Pardon. Non, je Il dis- est vieux. Oui, on dirait pas. Je sais, mais je suis vieux. Moi, je pars du principe quand même que dans tout ça, dans ce mouvement-là, mais comme plein d'autres mouvements qu'on a pu vivre ces dernières années, il y a un mot qui... Je partage ton avis, Léonidas, sur un certain nombre de points, sur un contrat qui doit être passé entre l'État, les citoyens, les travailleurs, les entreprises. La société, globalement, la nation. J'ai pas envie de dire la collectivité, parce que sinon La nation. je vais pleurer du sang. Mais voilà, le terme est aussi, j'entends pas assez. Alors, il essaye, Bruno Le Maire, président de la République, la responsabilité collective aussi. Quand, à partir du moment où on parle d'engagement d'une société envers ses citoyens et des citoyens envers une société, il faut qu'il y ait dans ce maelstrom de sujets importants, déterminants, il faut un peu saupoudrer tout ça de responsabilité. Et nous parlions il y a 2 minutes plutôt des travailleurs contre non-travailleurs, l'écart entre rester au chômage ou avoir un emploi. Bien sûr qu'il ne faut pas baisser les indemnités de chômage pour finalement redonner à l'employé la sensation de gagner plus. Non, il vaut mieux plutôt créer plus de richesses pour que les salariés soient mieux payés et qu'on puisse quand même avoir un système vertueux qui grandit. Mais il y a une catégorie de la population dont on ne peut plus parler dans ce raisonnement-là. Ce sont les retraités. Dans les gilets jaunes, 40 ou 50% des gilets jaunes historiques, les premiers, les sincères, ceux qui étaient sur les ronds-points, pour la CSG-CRDS, pour l'essence, étaient des retraités. Donc là, c'est une grosse catégorie de la population parce qu'eux, ils ont déjà rempli leur contrat. Ils ont déjà payé à la collectivité ce qu'ils avaient à payer. Totalement. Le seul discours qu'on peut leur tenir, c'est de leur dire, alors bien sûr, selon la taille du montant de leur retraite, on doit juste leur dire, bon bah là, on va devoir vous prendre un point de ceci ou vous baisser un demi-point de cela, juste au nom de la responsabilité collective pour la génération future. Voilà. Maintenant, ils l'acceptent ou ils ne l'acceptent pas. Vraisemblablement, une partie ne l'accepte pas, une autre partie l'accepte. Et je ne suis pas sûr que ce soit simplement les petites retraites qui se plaignent et les grosses retraites qui ne se plaignent pas. Je dis juste, il y a dans toute cette discussion autour du travail, plutôt autour des actifs. Qu'est-ce qu'on fait d'un actif contre un inactif? On oublie cette catégorie. J'ai pas envie de dire inactifs parce qu'ils ont travaillé toute leur vie, à qui on doit aussi demander un effort et qui je suis, pardon pour eux, parce qu'on va sortir tout de suite par Twitter les 10 cas de petites retraites, etc. Ouais. Non, qui sont pour l'ensemble. Mes parents, oncles et tantes, mes grands-parents, etc. ont quand même des retraites et aujourd'hui une fin de vie confortable. Voilà, je dis pas très confortable, confortable. Eh bien, je pense qu'il faut tenir aussi y avoir Probablement. le courage Alors après, d'avoir ce discours. Attendez, si vous voulez parler aussi des problèmes de pouvoir d'achat, le problème c'est qu'on n'a pas de problème de salaire brut en France. On a un problème de salaire net. Net. Et si on veut parler de choix collectifs, à ce moment-là, il faut se demander pourquoi l'écart entre le salaire brut et le salaire net est aussi important. Regardez, moi vous allez dire ça. Ok, je prends le salaire médian en France, c'est 1750 euros. Quelqu'un qui est à 1750 euros net, son brut, pas le brut sur la fiche de paye qui est le brut salarié, son brut avant les cotisations soi-disant patronales, mais qui en fait sur le prix de son 3200 euros. Oui, mais c'est ça. Donc son salaire est de 3200 euros et il voit 1750 euros tomber dans son compte en banque tous les mois. Le problème est là aussi. Et à ce moment-là, si on veut se poser la question de l'écart brut-net, il va falloir aussi avoir un débat collectif. Hors impôt à la source. Alors non, Oui, pour l'instant, bah non, hors impôt à la non, source. non, Pour l'instant, hors impôt à la source. Non, mais Psychologiquement, non, vous mais allez c'est une voir. réalité. Moi, je C'est l'ai un vécu. chiffre brut net qui date d'avant Psychologiquement, vous allez voir. 2019. Nicolas, je l'ai vécu en tant que dirigeant d'entreprise. C'est une réalité que sur les 10 ou 15 dernières années, le salaire brut a augmenté. Et je me retrouvais dans des discussions de début d'année sur les augmentations de salaire avec un certain nombre de personnes qui légitimement disaient mais regardez, mon salaire net a diminué. Je dis mais attendez, regardez ce qui se passe entre salaire brut et salaire net. Et c'est vrai qu'il y a un sujet de collectif. Après, pour revenir à ce que disait Léonidas, il y a un deuxième thème qui est un peu plus subliminal, qui est soulevé par le mouvement des Gilets jaunes. C'est une forme de désespérance sur le futur et sur les générations. C'est est-ce que mes enfants vont pouvoir progresser? mieux, oui. Et il y a une statistique. c'était la promesse du capitalisme. Tu vivras mieux que tes parents, hein. Il y a une statistique qui est absolument effrayante, qui est sortie il y a quelques semaines. C'est l'analyse de combien de générations faut-il pour passer j'ai vu ça. du bas de l'échelle au salaire médian.
au salaire médian. 6. C'est entre 6 et 7 ans en France, et c'est entre 2 ou 3 ans. 6 ou 7 générations. Et notamment 7 générations. 6 ou 7 générations. Une génération, c'est entre 20 et 25 ans. Oui. Et Mais bien entendu. c'est pas exprimé de façon faciale parce qu'il y a l'immédiateté du pouvoir d'achat et de la pauvreté, mais fondamentalement, il y a cette espèce de désespérance qui consiste à dire mais finalement, je ne vais pas pouvoir, comme je ne peux pas m'en sortir, je ne vais pas. Je peux même Et pas là, m'en on sortir d'une revient- année à l'autre, et alors d'une voilà. génération Et là, à on l'autre. revient sur les sujets long terme, et notamment le sujet de l'accès à l'éducation. Oui, bien entendu, Voilà, on est forcément, totalement en c'est un phase. autre sujet. Stéphane, est-ce que finalement le bon outil, parce qu'il y a un moment c'est bien de faire des constats, et effectivement on n'a pas d'inégalité monétaire en France, parce qu'on a une redistribution hyper efficace, mais on a effectivement des inégalités d'accès à l'éducation, d'accès à la formation, d'accès aux services publics. C'est la fracture territoriale. Fracture territoriale. Est-ce que la prime On n'a d'activité... pas de difficulté à l'accès à tous les produits d'ultra-consommation. En revanche, parce qu'il y a ah ben ça, pardon Qu'est-ce que vous voulez dire une légère digression. La politique keynésienne française, principalement au travers d'aides, a pu noyer toute couche de population, prête ou pas à passer le cap de passer à une meilleure vie pour l'enfant, le petit-enfant, etc. Ça a été balayé aussi par l'arrivée de tout un tas de produits de consommation qu'on retrouve chez tout le monde et où finalement les priorités ne sont plus forcément les mêmes. Nicolas, Ouais, non, mais je vois d'accord, ce que vous voulez dire. c'est important. Moi, je vous le redis, j'ai 40 ans, donc ça fait 25 ans que j'ai quitté mes parents quand même. Non, 20 ans que j'ai quitté mes parents. Ça se passait pas comme ça à 20 ans. Et moi, j'ai des neveux qui ont 20 ans. Le coût d'un enfant jeune aujourd'hui, il est démesuré parce qu'ils ont un iPad, un iPod, un accès à Internet, des salles de sport. Nous, on n'avait pas ça. Alors peut-être que c'était pour ça aussi. C'est peut-être pour ça aussi, à un moment donné, que c'était plus simple. C'est ce qu'on appelle les dépenses contraintes, c'est parfaitement identifié par l'INSEE et effectivement ça a été multiplié par 3 en 40 ouais, mais donc, ans. Nicolas, ça a été multiplié par 3 en moi, je veux 40 bien. ans. Aujourd'hui, pour un ménage modeste, ça engloutit 60%. Voilà. Et la moyenne en France, c'est 30. Et l'immobilier, il se rajoute à ça. Et les prix de l'immobilier se rajoutent à ça. C'est dans les dépenses contraintes. C'est dans les dépenses Donc, contraintes. est-ce que c'est vraiment de la responsabilité systématique de l'État, des entreprises, que le pouvoir d'achat n'est plus suffisant? C'est peut-être qu'il y a plus de choses à acheter. C'est mathématique quand on choisit une réelle politique de demande depuis 30 ans. Et donc on revient à la question que si on veut que tout cela crée de la richesse collective, il ne faut pas seulement faire des consommateurs, mais des producteurs, et les richesses, il faut les produire. C'est ça, parce que la croissance de toute la consommation... Tout ça, il n'y en a pas un qui est français et fabriqué en France. C'était le deuxième sujet. Au fur et à mesure que l'on consomme. C'était le deuxième argument, c'est que 90% de ces produits et services ne sont pas c'est se français. poser la question de la compétitivité des entreprises et de l'accès à l'emploi et de la formation. Et du coup de l'emploi. Objectivement, bien entendu. on est dans l'hyper court-termisme. On va marquer une pause. Dans un instant, on va clore le sujet avec quand même un mot sur la prime d'activité. J'aimais bien la façon dont Stéphane Soumier vendait le sujet ce matin. Il disait la prime d'activité est probablement la réforme la plus fondamentale en France depuis les 35 heures. Et j'avais tendance à être relativement d'accord avec lui. Vous me direz ce que vous pensez de Bruno Le Maire qui veut traquer les patrons français dont les sièges sont installés en France, mais qui aurait choisi d'aller vivre au Luxembourg, en Belgique ou alors aux Pays-Bas, on en connaît un. Puis effectivement, Carlos Ghosn, est-ce qu'il doit partir avec de l'argent ou pas, compte tenu de la situation que nous connaissons, ou que nous connaissons peu d'ailleurs. Bon, taxe GAFA aussi, j'aimerais bien avoir votre avis sur cette taxe GAFA qui est de plus en plus critiquée.